La mère du millionnaire supplie. Je n'en peux plus, ça fait trop mal. La porte claqua avant l'aube, un bruit sec qui traversa la vaste maison comme un coup porté à l'air immobile. La lumière des premiers réverbères de la rue passa par la baie vitrée et dessina, sur le parquet ciré, des bandes d'une blancheur contraire à la chaleur prétendue du foyer. Mariana entra sans hésiter, talons qui claquent, sac à main posé sur le canapé comme un trophée. Elle n'avait pas besoin de crier pour faire fléchir la maison. Sa présence suffisait à ordonner, à redresser les respirations, à contraindre les silhouettes. Antonia était déjà éveillée, assise au bord du lit, la robe de chambre ouverte sur une camisole propre, les mains serrées autour d'un chapelet usé. Elle avait passé la nuit à compter les secondes comme on compte des cailloux, un par un, pour empêcher le vertige de la peur. Quand Mariana fut dans l'encadrement, elle la vit s'arrêter un instant, mesurer l'effet de sa posture, puis reprendre la phrase qu'elle employait depuis des mois. « Dépêche-toi, maman, nous avons un cocktail à 8 heures, et tu ne peux pas arriver comme ça, pas convenable. » La voix n'offrait pas de variation, elle était polissée, presque pédagogique, l'image de la femme qui manœuvre le monde avec élégance. Mais la manière de dire « maman » était une pointe froide. Antonia se leva lentement, la colonne raide, la douleur d'une vieille lombalgie qui la transperçait chaque mouvement. Un hématome discret ourlait l'intérieur de son bras, elle l'avait camouflé sous une manche comme on cache un souvenir honteux. Rosangela, la domestique, restée un peu en retrait, passa les doigts sur son visage sans en avoir l'air, prête à intervenir et incapable de le faire. La matinée déroula ses petites humiliations comme on enfile des perles sur un fil trop serré. Mariana imposa la coiffure, corrigea la tenue, fit une remarque acerbe sur la posture. Lors du petit déjeuner, elle lança à voix basse, mais assez pour être entendue, « Si tu te fatigues, tu restes dans ta chambre, ce ne sera pas la première fois. » Antonia sourit malgré elle, ce sourire qui n'est plus que réflexe, pour masquer la vérité. Elle savait, au fond, que ce n'était pas la première fois. Mais savoir n'administre pas l'effet de la douleur, ne l'apaise pas. Les voisins, quand ils arrivaient au jardin pour les cocktails, trouvaient une maison impeccable. Les rires qui s'échappaient sur la terrasse sonnaient vrais. Mariana, en robe impeccable, distribuait des compliments, des clins d'œil, des selfies feutrés. Elle connaissait les angles, le filtre qui promettait un conte de réussite. Les invités la félicitaient pour le goût, la sophistication, certains murmuraient l'admiration feutrée pour le couple qui a tout. Personne ne regardait la cuisine, personne ne montait au premier étage. La façade racontait une histoire suffisante. Rosangela, qui connaissait chaque pli des draps, chaque recoin du cœur d'Antonia, observait. Elle avait commencé par des petits gestes, réchauffer la soupe plus longtemps, déposer une bouillotte sans bruit, laisser la fenêtre entr'ouverte pour l'air frais. Ces gestes, pour Antonia, étaient autant de compagnie silencieuse. Mais il y avait des signes qui ne pouvaient plus être réduits à un entêtement d'âge. Pas seulement la raideur, pas seulement les moments où Antonia se plaint de vertige, mais des marques qui apparaissaient et revenaient, des bleus plus profonds que la pâleur des contusions d'une chute involontaire. La chambre de la vieille femme recelait des objets marqués par le temps. Une photo en sépia où elle et un jeune homme sourient devant un commerce modeste, un foulard plié, un petit crucifix déposé sur la commode. Ces objets étaient des îlots de son histoire. Ils résistaient à la manière dont Mariana déplaçait les objets comme on réécrit un décor. Antonia se raccrochait aux images d'autrefois comme à des treuils invisibles. Parfois, elle murmurait des prénoms. « Ton père, Alexandre, tu te souviens ?» Et la maison répondait par des échos vides. Alexandre n'était pas là. Le millionnaire, comme certains l'appelaient à voix basse, passait plus de temps au bureau, aux réunions, aux avions. Il envoyait parfois un message d'amour, des emojis attentionnés, des virements pour des factures. Mais sa présence humaine, celle qui tient la main quand le corps vacille, était devenue rare. Antonia savait qu'il aimait bien son confort. Elle l'avait vu petit garçon courir entre ses jambes, le voir s'endormir sur ses genoux. Maintenant, ses gestes étaient mesurés par la balance du monde extérieur. Mariana avait joué un rôle lent et précis dans cette distanciation. D'abord attraction, ensuite remodelage. Les premiers signes n'avaient pas été violents. Mariana possédait l'art du petit commentaire transformant un défaut en obligation.
On ne peut pas laisser ça dans le salon, c'est indigne. Cette nappe ne correspond pas à l'image que je veux donner. Ta manière de marcher, tu dois tenir ton dos. Les remarques avaient le pouvoir de faire culpabiliser Antonia. Elle tordait sa dignité pour la rendre acceptable aux yeux d'une maîtresse de maison qui, paradoxalement, aimait l'admiration publique et méprisait la fragilité privée. Les humiliations augmentèrent en fréquence et en intensité. Un après-midi, Mariana la força à ramasser des objets renversés sur le parquet malgré la douleur. Un autre soir, elle l'empêcha de s'asseoir pendant que les invités venaient. « C'est mieux que tu restes debout, cela montre ta vigueur », avait-elle expliqué sans sourire. Ce qui, pour Mariana, se présentait comme discipline, s'imposait à Antonia comme une épreuve. L'humiliation, quand elle s'installe, travaille comme la rouille. Elle ronge l'intérieur. Elle est invisible à ceux qui ne frottent pas le métal. Rosangela devint un témoin attentif, mais difficilement audible. Elle savait que dire directement à Mariana entraînerait des conséquences. La Nora avait le verbe et le réseau. Elle savait retourner les regards et semer le doute. Alors Rosangela conservait les preuves silencieuses dans son regard et dans la discrétion de ses gestes. Les cachets qu'elle glissait dans la tasse de thé quand Antonia oubliait sa posologie, les compresses qu'elle gardait prêtes. Elle parlait parfois à Antonia à voix basse, comme si elle conspirasse à deux contre le monde. « Madame, prenez ce coussin, disait-elle. Asseyez-vous, laissez-moi faire. » Ce rituel de précaution, qui aurait dû rester ordinaire, commença à peser comme un secret. Rosangela savait que la vérité pouvait changer des vies, mais aussi qu'elle seule portait la charge de cette connaissance. Elle observa les hématomes, d'abord flous sous les manches. Un jour où Antonia s'était penchée maladroitement pour récupérer un livre tombé, Rosangela vit, dans la soudure du vêtement, un bleu profond, presque noir au centre, auréolé d'un jaune pâle. C'était différent des marques habituelles d'une chute. La forme, la distribution, la phrase de douleur sur le visage d'Antonia quand elle bougeait. « Ce n'est rien, dit Antonia, avec la voix des gens qui protègent les autres en s'oubliant. Elle dévia le regard et pressa le chapelet contre sa poitrine comme pour écraser une douleur plus ancienne encore. Rosangela sentit une colère sourde, mais elle n'en fit rien de plus que sortir doucement une compresse. Elle avait vu des foyers se fissurer pour moins que cela. Elle connaissait la mécanique. D'abord la dissimulation, ensuite la justification, puis la culpabilisation des témoins. Mariana aimait à peindre ses actions d'une vision supérieure, pour le bien, pour l'harmonie. Rosangela avait entendu ses arguments en coulisses, dans les petits reproches sur le linge mal repassé, la disposition des rases, l'odeur des serviettes. Ce qui semblait du goût devenait exigence, ce qui était exigence devenait souffrance. Une après-midi où la pluie battait le toit, les domestiques s'éclipsèrent. Mariana avait organisé un déjeuner pour quelques adjoints d'associations caritatives. Elle choisissait les mots comme une stratégie, cherchant à paraître altruiste. Antonia, qui devait rester à la table d'honneur, se leva pour aller chercher le plateau des boissons. Sur le seuil, Mariana lui attrapa le bras avec force, une main qui parlait plus fort que la voix. « Doucement, maman, tu dois faire attention. » Antonia sentit une douleur vive, comme si un élastique se resserrait sur sa chair. La main de Mariana avait la sécheresse d'un gant qui serre. Personne ne vit l'anneau rouge qui commença à se former sur le poignet d'Antonia. Le déjeuner se déroula en sourires chapeautés, en discours mesurés, en regards qui se pavanent. Mariana s'accaparait la scène, et ses invités lui renvoyaient la lumière comme un miroir. Elle sut répondre à chaque compliment par une phrase qui redoublait son image. À la fin du repas, elle fit un clin d'œil à Alexandre par un message discret et choisit une photographie où tout semblait parfait. Alexandre. Son nom revenait comme une note qui aurait dû apaiser. Les souvenirs d'enfance d'Antonia le peignaient en garçon aux mains salies de farine, riant sur le seuil d'une boulangerie, prêtant ses poches à des enfants qui n'avaient rien à manger. Elle aimait parler de ces instants quand ses forces le permettaient encore. Mais le monde avait opéré sa ménagerie, succession de contrats, d'investissements, d'extensions et, inexorablement, la distance. Le souvenir de leur rencontre avec Mariana restait pour Antonia comme une pellicule mal coupée. Alexandre était parti à un vernissage avec des amis. Il était revenu le cœur prétendument allégé, raccompagnant une femme qui brillait sous les projecteurs. Elle se souvenait de la première fois où la vitrine de leur boutique locale prit un air de « si nous étions célèbres ». Mariana avait existé d'abord comme promesse d'une vie plus douce, puis comme outil de transformation. Le mariage fut un événement pour l'entourage, une ascension qui habilla toutes les conversations.
Dans ces heures calmes, Alexandre se souvenait d'une autre trajectoire. Il se voyait encore adolescent, l'air farouche, main dans celle de sa mère, persuadé que la vie leur offrirait une rive meilleure. Il avait travaillé, gravi des échelons, il avait cru apporter un avenir. Il avait aussi accepté des compromis. Mariana avait été pour lui, au début, la personne qui comprenait son monde. Elle le complétait lors des dîners, orchestrant les retrouvailles avec des investisseurs, s'asseyant à ses côtés comme une bannière. Mais la réussite avait besoin de cohérence esthétique, et dans cette cohérence, quelqu'un devait changer. Petit à petit, la maison et ceux qui la peuplaient furent soumis à un tri. Il vint un temps où Alexandre, pressé par les affaires et absorbé par les vols, les réunions, les délais, se contenta de gestes symboliques. Il payait les frais médicaux, il visitait moins, il repartait plus vite. Antonia écrivait des lettres qu'il ne lisait pas toujours. Leur relation devint un tissu d'absence, rapiécé par 15 minutes de conversation lorsque le calendrier le permettait. La culpabilité, parfois, l'étreignait. Il se sentait adouci par les messages, par un présent tangible, mais code d'une autre forme d'amour. Mais ce ne suffisait pas. Rosangela, à force d'observer, commença à tracer une carte des jours où la douleur se manifestait davantage. Les marques revenaient plus souvent, après les présentations, après les sorties où Mariana devait polir l'image de la maison. Elle nota en silence des heures, des détails, la façon dont Mariana organisait la journée, l'insistance sur la posture, comment elle corrigeait le plateau dans les mains d'Antonia comme si c'était une répétition d'une comédie qu'elle ne cessait de monter. Ces annotations restaient dans sa mémoire, mais l'urgence lente de la situation l'empêchait de se délier. Elle craignait la réaction d'Alexandre, mais elle craignait surtout de voir Antonia continuer à souffrir. L'accumulation des petits gestes prit un visage concret le jour où Rosangela, emportant un plateau d'infusion pour Antonia, sentit qu'elle s'appuyait plus que d'habitude contre le dossier du fauteuil. L'odeur du tilleul monta et Antonia posa la main sur le plateau comme si elle cherchait un appui. Le geste fut banal, mais quand Rosangela releva la manche, elle vit le bleu derrière le genou, une large tache qui parlait d'un choc, d'une pression forte. La peau avait la densité de quelque chose qui avait été malmené. Rosangela sentit son cœur battre comme si elle avait été surprise dans une faute. Elle n'osa pas parler d'abord. Les mots, dans ces moments, prennent une épaisseur singulière. Dire « on l'a frappé » était une accélération qui pouvait ouvrir des portes imprévisibles, le refus des autres, des accusations de mensonges, la perte d'emploi. Elle glissa une compresse chaude, prit soin de lisser les draps, écrivit mentalement l'ordre des événements. Puis Antonia murmura, presque inaudible, en joignant le chapelet « Je n'en peux plus, ça fait trop mal ». La phrase tomba comme une pierre, lourde et claire. Elle n'était pas théâtrale, elle n'avait pas la colère d'un règlement de compte. C'était une confession, un cri étouffé, une reconnaissance qu'elle n'avait plus de réserve. Rosangela sentit la gorge se contracter et comprit que ce n'était pas une plainte qu'elle pouvait laisser dans l'air, c'était une urgence. Peu après, la chance fit que, pour la première fois depuis des semaines, Alexandre devait être présent le lendemain matin pour une réunion locale. Il donnait une petite conférence sur des partenariats et Mariana avait organisé un petit déjeuner avec des investisseurs. Il était attendu. Rosangela vit dans cette coïncidence une opportunité et une menace. Les hommes d'affaires, quand ils venaient, voyaient la maison, la façade, l'harmonie. Qui garantirait l'authenticité face au spectacle ? La nuit tombée respecta sa grande loi de silence. Antonia, couchée, fit travailler ses souvenirs comme on frotte la laine pour en faire du fil. Elle se rappelait quand Alexandre avait donné la première pièce de pain à un voisin, quand il avait choisi de renoncer à un projet pour l'aider. Elle se rappelait les mains calleuses de son défunt Nari, la boutique qui sentait la farine et la sueur. Ces images la réchauffaient et lui faisaient mal. Elle se sentait, plus que jamais, comme une étrangère dans sa propre maison. Rosangela passa la nuit éveillée, planifiant ensuite. Elle pensait à appeler un médecin, à documenter les marques, à dire enfin la vérité à Alexandre. Elle savait, cependant, que parler sans preuve concrète risquait de déclencher un déni immédiat. La vérité a besoin parfois de la rigidité d'un diagnostic pour être entendue. Alors, elle prit la décision de rester proche, de recueillir ce qui pourrait être irréfutable. Heures, traces, comportements. Elle espérait, dans son cœur, qu'Alexandre viendrait et verrait par lui-même. Le matin suivant, le soleil entra comme un verdict. Mariana avançait dans la maison, coiffée, maquillée, l'image de la maîtresse sans faille, mais elle avait la fureur contenue des gens qui ne tolèrent pas la dissidence.
Elle ordonna de préparer un café, de sortir de la vaisselle qu'elle jugeait adéquate. Antonia, qui se déplaçait avec la lenteur d'un paysage usé, passa devant le miroir et se vit. Une femme ridée, courbée, yeux fatigués. Elle toucha sa joue comme pour vérifier qu'elle était là. Quand Alexandre arriva, le moment suspendu, on sentit une vibration différente. Il entra en costume, sourire d'homme qui gère, il fit les salutations de convenance, serra quelques mains. Mariana, exacte dans son rôle, rayonna à côté de lui. Elle le regarda avec une qualité possessive, puis prit la main d'Antonia comme on reprend un accessoire à sa place. Alexandre répondit par un geste habité d'un mélange trop rare d'affection et d'indifférence. Il murmura « Bonjour, maman », mais la salutation semblait venir de loin. Son regard glissa, sans s'attarder, sur le bleu qui commençait à se former. Il s'arrêta sur la nappe, sur la composition florale, sur le verre d'eau. Rosangela fit attention à tout. Elle garda les gestes, retarda le service, glissa une assiette avec les précautions. Mais, sous les visages polis, la maison bouillonnait d'une tension sourde. Antonia prit son café, ses mains tremblaient un peu. Elle se força à sourire pour Alexandre, pour ne pas ajouter au malaise déjà dense. Son cœur faisait un bruit de vieux moteur fatigué, une pulsation qui lui disait d'alerter, mais la pensée d'Alexandre lointain l'effaçait de nouveau. Quand les invités repartirent, laissant derrière eux un sillage de compliments et d'ondes de réseaux sociaux, la maison retrouva sa respiration normale. Mariana, satisfaite de son spectacle, se débarrassa de toute nuance, redevenant le pragmatisme froid qu'elle était à la maison. Mais Rosangela n'avait plus envie de silence. Elle attendit qu'Alexandre, dans son bureau, ouvre son ordinateur pour un appel. C'était le moment. Elle connaissait la peur, mais elle savait aussi la logique simple. La vérité, face à la certitude d'un fils, pouvait enfin exister. Elle frappa doucement à la porte du bureau. Alexandre leva les yeux, surpris, mais prêt à l'écoute momentanée. Rosangela entra et, sans fioriture, dit « Monsieur Alexandre, il faut que vous voyiez la main de votre mère. » Sa voix fut à la fois ferme et brisée. Alexandre fronça les sourcils, puis se leva. Il suivit Rosangela sans poser de questions, le pas encore réglé par les affaires. Dans la chambre, Antonia était debout, prête à partir. Son regard, quand il croisa celui d'Alexandre, était une imploration contenue. Elle voulut parler et ne trouva pas les mots. La maison entière sembla retenir la respiration. Rosangela écarta doucement la manche d'Antonia. Alexandre vit alors, en direct, l'étendue des marques. Des bleus, des traces, la peau soufflée comme une toile malmenée. Ce que Rosangela avait tenté de garder dans la discrétion se dressait maintenant, incontestable, devant l'homme qui portait son nom. Il y eut un silence, un espace où la logique et l'émotion s'entrechoquaient. Alexandre crut d'abord à une erreur, à une explication plausible, la chute, le vertige, la maladresse, des mots qui forment les murs du déni. Mais le regard d'Antonia, l'honnêteté brute de Rosangela, la répétition des notes accumulées dans la mémoire de la maison, tout cela forma un faisceau qui commençait à l'éclairer. Une culpabilité chaude monta en lui comme un vin aigre. Sa première réaction fut de chercher des justificatifs dans son esprit. Elle a beaucoup de choses à faire, elle se fatigue. Ces phrases, si familières, sonnaient désormais insuffisantes. Antonia prit alors une décision. La force qu'elle avait recueillie pendant tant d'années, parfois cachée dans un silence respectueux, monta en elle. Elle serra le chapelet, la voix tremblante, et prononça doucement « Alex, il faut que tu saches ». Ses doigts, malgré la douleur, trouvèrent la manche et l'effeuillèrent comme on décolle un pan de mémoire. Les marques étaient là, invitées à la lumière. Alexandre, les yeux écarquillés, sentit que le monde autour de lui venait de changer d'axe. La maison, qui jusque-là respirait selon les rythmes de l'apparat, sembla vaciller. Mariana, de l'autre côté du couloir, perçut quelque chose et entra dans l'embrasure, maquillage intact, sourire maîtrisé. Elle posa une main sur l'épaule d'Antonia d'une manière qui voulait dire « tout ceci n'est qu'une exagération ». Mais dans le regard d'Alexandre, quelque chose avait déjà pris feu. Une question qui venait du fond, une accusation qui n'était encore qu'une possibilité. Rosangela resta un instant sans savoir si elle devait parler tout de suite. Les secondes s'étirèrent comme un élastique prêt à craquer. Alexandre regarda sa mère, puis Mariana, puis la maison, comme si plusieurs vies se superposaient. Il sentit la honte comme un tremblement dans la poitrine. Il eut envie de fuir et en même temps de rester pour réparer. Au moment où Alexandre ouvrait la bouche, pour demander, pour exiger une vérité, pour chercher une explication, la sonnette de la porte d'entrée retentit.
Un son banal dans une matinée pourtant lourde. Le bruit, soudain et banal, coupa le fil des événements. Quelqu'un venait à l'improviste. Mariana eut un mouvement de soulagement apparent. Rosangela sentit l'opportunité se dérober. Antonia, elle, resta immobile, les yeux clairs, comme si elle savait que le passage définitif nécessitait un moment sans témoin. C'était comme si la maison elle-même refusait la résolution. La vérité, pour se frayer un chemin, exigeait une décision plus nette que les hésitations. Rosangela, la main posée sur le dossier d'une chaise, contempla Alexandre. Elle savait que la suite dépendrait de son choix. Rester dans la surface polie ou plonger dans la fracture. Elle avait en elle le dossier des heures sombres, l'inventaire des gestes et des paroles. Tout dépendait maintenant de la constance d'un fils. Antonia, quant à elle, sentit la douleur comme un socle infranchible. Elle avait prononcé le mot, essayé d'appeler à l'aide. « Alex, il faut que tu saches !» Et la phrase avait la force d'un aveu tardif. Elle n'avait pas encore supplié avec la véhémence du titre, que la presse imaginaire pourrait invoquer. Mais dans son cœur, la supplique se préparait, prête à éclater quand la maison cesserait de jouer la comédie. La sonnette se répéta, plus insistant cette fois. Quelqu'un était là pour chercher un contrat ou pour un entretien. La banalité du monde frappait à la porte. Mariana ajusta sa veste, reprit son masque et alla ouvrir, tandis qu'Alexandre restait planté dans la chambre, les yeux fixés sur les marques, sur la posture de sa mère, sur la main de Mariana qui venait d'effleurer le bras d'Antonia en un geste que l'on peut lire de 1000 manières. La scène resta suspendue. Des décisions attendaient d'être prises. Chercher un médecin, écouter la femme âgée que l'on disait la mère du millionnaire ou croire l'image lisse que Mariana entretenait. Toute l'attention convergeait vers un chemin qui, pour l'instant, s'avançait sans résolution. La maison, avec ses couloirs parfaits et ses salons immaculés, recelait soudain un défaut profond. Les choix d'Alexandre allaient déterminer si la façade resterait intacte ou si la maison se débarrasserait enfin de sa peinture. Rosangela, le cœur battant, prit une inspiration. Il était l'heure de décider de la fidélité à la vérité. Elle s'approcha d'Alexandre, posa une main sur son bras et murmura sans détour. « Venez voir la cuisine. Il y a des choses que vous devez savoir avant d'afficher quoi que ce soit. » Le bruit de la porte qui s'ouvrait, les paroles interrompues, les visages des invités surprenants, tout cela tissa un moment à la limite du basculement. La suite promettait d'être lourde de conséquences, mais pour l'instant, la pièce gardait son souffle et la maison attendait qu'un homme qui avait construit des empires accepte de reconstruire quelque chose de plus fragile, le lien avec sa mère. Rosangela guida Alexandre hors de la chambre d'un pas rapide mais discret. Il traverse un couloir où les portraits familiaux semblent les regarder avec une neutralité qui devient presque accusatrice. Le parquet craque sous les pas. Chaque bruit paraît plus fort que d'habitude, comme si la maison retenait son souffle. La porte de la cuisine est entr'ouverte. À l'intérieur, des tasses, des serviettes posées à la hâte, un chiffon non rangé, rien d'extraordinaire pour qui ignore le sous-texte. Mais pour Rosangela, chaque objet porte la signature d'une tension déployée jour après jour. La manière dont la théière est rangée trop loin pour obliger un effort inutile, la hauteur des placards organisée sans égard pour une vieille femme, la disposition des chaises réarrangées comme un test d'équilibre. « Regardez » dit Rosangela en ouvrant doucement le placard du dessous de l'évier. Elle sort une série de pansements, des compresses enfin utilisées, des marques de crème mal essuyées. Elle tend à Alexandre un cahier à la couverture usée. C'est le carnet où elle note les incidents, date, heure, ce qui s'est passé, mots échangés. Elle le pose entre les mains d'Alexandre comme on remet un verdict. Il lit en silence. Les mots balaient sa gorge. 12 mars, a forcé maman à nettoyer le perron malgré son affirmation de douleur. 25 mars, a corrigé la nappe en lui tirant la manche. 2 avril, a serré le bras durant le dîner. 10 avril, chute improbable, bras contre la rampe. 18 avril, invité à se tenir debout durant la réception. Les pages, plus que les bleus visibles sur le corps d'Antonia, forment une ligne. Alexandre sent la pièce tourner autour de lui. Les chiffres se transforment en images.
Sa mère tenant la rampe, son chapelet glissant entre des doigts tremblants, le visage crispé d'une femme qui se force pour ne pas rompre la scène. Mariana entre dans la cuisine comme si elle revenait d'un coin où l'on rumine l'indispensable. La sténographie d'une femme offensée par l'accusation. Elle observe la table, la plante, le sourire calculé. Puis son regard croise le carnet. Son masque tombe en une fraction de seconde, l'efficacité fine d'une femme entraînée à répondre aux imprévus. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-elle doucement, la voix sucrée d'une personne qui veut faire croire que l'offense vient de l'autre. « Ce que vous cachez » répond Rosangela sans détour. Elle n'élève pas la voix. Il y a dans son calme la résolution de celle qui a accumulé trop longtemps la patience pour seulement la lâcher sans conséquence. Mariana fronçaille. « Vous exagérez, Rosangela. Il y a des malaises, des accidents. Les personnes âgées tombent, vous le savez. » Sa main cherche le téléphone, instinct moderne, la défense par la banalité et la preuve documentaire. Un écran, un courriel, un témoignage contrôlé. Alexandre laisse le carnet tomber sur la table. Ce bruit, minuscule, est comme une goutte qui agite une surface d'eau. Des ondes se forment. Il regarde Mariana. Le visage qu'il voit est la même façade polie qui l'a rendu supportable pendant des années. Mais les détails nouveaux font fracture. La dureté de la main, l'absence d'empathie quand une autre main cherche le chapelet, la manière de corriger quelqu'un comme on corrige un accessoire qui dérange l'image. « Est-ce que c'est vrai » demande-t-il enfin, sans colère d'abord, seulement une voix érayée par la surprise. Mariana reprend contenance avec une rapidité presque professionnelle. « Ce sont des accumulations, Alexandre. Ta mère est fragile, elle a des problèmes d'équilibre, elle a été négligente. Je fais ce qu'il faut pour maintenir une apparence. Tu sais comme les gens réagissent à l'image. » Il la fixe. Les mots de justification, les mêmes dont il s'est repu durant des années, sonnent creux aujourd'hui. Les excuses glissent là où il y a besoin d'un contact humain. Il remarque l'absence d'une main qui aurait dû tenir la sienne pendant les moments d'angoisse, l'absence d'une voix qui, plutôt que de rationaliser, aurait réfléchi. Antonia entre dans la pièce lentement, supportant la pression d'une marche après l'autre. Elle s'appuie sur la table, ses doigts laissant des traces légères sur la nappe. Sa respiration halète un peu. La présence d'Alexandre à ses côtés la rend plus vulnérable et en même temps lui donne une force improbable. C'est à ce moment que l'un des instants les plus crus arrive, la supplique. Elle n'est plus un murmure dans l'ombre, la maison l'entend comme un coup, une vérité prêchant l'urgence. « Alex » dit Antonia, la voix brisée, comme si chaque syllabe lui coûtait. Son visage se fissure sous l'émotion. « Je n'en peux plus, ça fait trop mal. » La phrase est simple et terrible. Alexandre sent la piqûre du remords l'envahir d'un seul coup. C'est une douleur différente de celle que sa mère décrit. Une douleur morale, la conscience aiguë d'avoir laissé le monde extérieur prendre la priorité sur le monde intime. Ses mains tremblent un peu. Il se souvient d'un garçon qui fabriquait des moulins à vent dans l'atelier du père, d'un fils qui promettait de ne jamais laisser tomber celle qui lui avait appris à tenir un balai et une fourche. Il se visualise comme un adolescent qui court vers la boulangerie, couvert de farine, le rire libre. Le contraste est une entaille. Mariana ne peut contenir une rapidité défensive. Elle hausse la voix, essaie de renverser la charge sur la domestique. Voilà ce que fait la suspicion, Alex. Rosangela adore dramatiser. Elle aime se sentir indispensable. La phrase est simple et terrible. Alexandre sent la piqûre du remords l'envahir d'un seul coup. C'est une douleur différente de celle que sa mère décrit, une douleur morale, la conscience aiguë d'avoir laissé le monde extérieur prendre la priorité sur le monde intime. Ses mains tremblent un peu. Il se souvient d'un garçon qui fabriquait des moulins à vent dans l'atelier du père, d'un fils qui promettait de ne jamais laisser tomber celle qui lui avait appris à tenir un balai et une fourche. Il se visualise comme un adolescent qui court vers la boulangerie, couvert de farine, le rire libre. Le contraste est une entaille. Mariana ne peut contenir une rapidité défensive. Elle hausse ma voix, essaie de renverser la charge sur la domestique. Voilà ce que fait la suspicion, Alex. Rosangela adore dramatiser. Elle aime se sentir indispensable. Mais Rosangela soutient le regard d'Alexandre. Elle n'a pas besoin de sa voix pour être crédible. Ses gestes, le carnet, les compresses et le regard épuisé d'Antonia parlent. Elle sait que la bataille est entre un fils et ce qu'il veut croire. Et la vérité, pour franchir l'obstacle, a besoin d'un acteur extérieur, le médecin. « Appelle le docteur », dit-il d'une voix qui claque.
Sa décision sonne comme un ordre à lui-même autant qu'à Mariana. Mariana fait semblant d'être blessée, mais derrière sa posture, il y a la peur de perdre quelque chose de plus vaste que la maison, une image sociale entretenue depuis longtemps. Elle tente de ravaler l'angoisse par le verbe. « Tu ne peux pas », dit-elle, mais ses mots sont évitants. Alexandre attrape son téléphone. Son pouce tremble quand il appuie sur le nom du docteur Renato. Il se rappelle l'ami de la famille, celui qui a ausculté son père quand il a eu de la fièvre. Il se rappelle la douceur de cet homme, non pas la froideur d'un expert médiatique, mais la ténacité d'un soignant qui dit la vérité simple. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre choisit de suivre la route droite plutôt que la route agréable du silence. Le cabinet du docteur Renato est méthodique, propre, sans la féterie qui rendrait la consultation plus froide qu'humain. Le médecin accueille Antonia avec douceur, la guide doucement sur une chaise. Il déroule ses questions avec un souci de détail inébranlable. Antécédents, moment des douleurs, description des incidents. Il lui demande de bouger, d'indiquer où la douleur est la plus vive, la demande de montrer les marques. Ses doigts sont rassurants, jamais pressants. Le praticien note, réfléchit, regarde les hématomes, les zones de tension. « Cela ne ressemble pas à une simple chute, dit-il enfin, avec une sobriété professionnelle. La phrase n'est pas une condamnation, elle est un diagnostic. Ce sont des marques de pression répétées, des zones où la peau a subi des traumatismes localisés. Elles coïncident avec des efforts imposés trop intenses pour une personne de son âge. » Alexandre écoute. Les mots du médecin ne laissent pas d'alternative émotionnelle. Il sent sa gorge se nouer. L'image du carnet de Rosangela et les mots maintenant mis en forme par une voix experte se combinent et composent un tableau net. Repos complet, physiothérapie et suivi, recommande le docteur Renato. Il écrit des ordonnances, explique les étapes sans emphase. Nous allons traiter la douleur, prévenir l'aggravation et travailler la mobilité. Il y a aussi un aspect psychologique. Le sentiment d'humiliation peut créer des réactions somatiques qui amplifient la douleur. Le mot « humiliation » résonne dans l'air comme une cloche. Alexandre n'est plus seulement confronté à un corps meurtri, il est face à une dignité attaquée. Le médecin propose un plan. Il propose que la dame reste quelques jours sous surveillance pour débuter le traitement et organiser un suivi. Il expose les options avec clarté, sans juger des relations, en se concentrant sur le soin. Mariana fait ce qu'elle sait faire de mieux quand on lui conteste quelque chose. Elle crée une diversion. Elle parle de l'agenda d'Alexandre, des réunions, de l'impact sur la réputation d'une enquête privée, invoque l'idée de précipitation. Mais ces mots font désormais moins d'effet. Alexandre, debout, recrée une image à lui-même, celle d'un homme qui choisit entre conserver une façade ou écouter la voix qui a chuchoté ses premières berceuses. Il respire, ferme les yeux à un instant, puis parle. « Nous allons faire ce qu'il faut, dit-il, et sa voix porte désormais la décision. Il ne nomme pas la punition, il ne choisit pas d'exil immédiat pour Mariana, il choisit la protection pour sa mère. Maman va rester en observation. Je veux que vous partiez, Mariana. Pour l'instant, il vaut mieux que vous preniez du recul, le temps que nous fassions les examens. » Mariana réagit comme une personne qui perd un privilège. Surprise, indignation, injonction. « C'est ridicule, tu ne peux pas me demander ça. Qui va s'occuper des événements? Qui va représenter la maison ?» Elle tente l'arme qu'elle connaît le mieux, la menace sociale. Elle rappelle l'importance de l'image, des contacts, des obligations. Alexandre la regarde autrement qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Il voit non pas la maîtresse de maison admirable, mais une femme pour qui l'image prime sur l'humain. Il n'y a pas de triomphe dans son regard, seulement la froideur de celui qui a enfin pesé le sacrifice nécessaire. « Tu peux partir, dit-il calmement. Ne viens plus ici tant que nous n'aurons pas établi un plan pour la suite. Nous en reparlerons tant tout sera plus clair. » C'est une décision simple, administrative presque, mais elle est le fruit d'une lourde maturation. Mariana part en dépit des mots qu'elle lâche, claquant la porte avec une signature dramatique. Son départ laisse un silence plus lourd encore. Elle s'habille comme pour une sortie, mais son maquillage, désormais, a l'aspect défait qu'ont ceux qui jouent un rôle trop longtemps. Antonia est installée. Le docteur Renato prescrit une période de repos, antalgique léger et planification pour la physiothérapie. Il explique les exercices, montre des mouvements doux, conseille sur la gestion de la douleur, propose un calendrier. Il souligne l'importance d'un soutien psychologique. L'humiliation répétée et la perte d'autonomie sont souvent accompagnées d'une mélancolie qui freine la guérison. C'est une autre blessure, invisible, qu'il faut traiter.
Les jours suivants, la maison change d'atmosphère. Le prestige, tant vanté, cède un peu de place à la présence de celui qui soigne. Alexandre se retire de ses réunions comme on décroche un costume trop lourd. Il prend des appels depuis la chambre, planifie des rendez-vous, mais surtout, il est présent. Il aide à porter les plats, il s'accroupit pour ramasser une tasse, il s'attarde à rattraper une phrase lancée par sa mère. Les gestes sont simples et lourds de sens. C'est la réintégration d'une proximité qu'il avait troquée pour des horaires et des avions. La reconstruction n'est pas linéaire. Antonia connaît des jours meilleurs et des jours où la douleur la replie sur elle-même. Certaines matinées, elle sortira à peine du lit. D'autres, elle ira sur la terrasse, les doigts effleurant un pot de géranium. Elle a de petites victoires, tenir une assiette sans grimacer, rire d'une anecdote d'autrefois, se souvenir d'un prénom oublié. Ces petites avancées sont célébrées comme des conquêtes. Alexandre prend soudain la mesure du temps qui lui reste et de la fragilité d'une présence irrémédiablement précieuse. Rosangela devient un pilier discret. Elle coordonne les visites, note l'évolution, prépare les boissons chaudes. Elle n'est plus enfermée dans le rôle d'observatrice impuissante. Sa parole, qui autrefois se floutait sous la pression, trouve désormais la solidité d'un témoin entendu. Elle raconte parfois à Antonia, lors de veilles calmes, des anecdotes sur le quartier. « Vous vous souvenez de la foule quand vous aviez ouvert la boulangerie ?» Antonia sourit, piochant dans la nappe de mémoire les miettes d'une vie. Ces récits sont des briques pour reconstruire une muraille intérieure. Ils semblent minuscules, mais la continuité qu'ils fournissent est essentielle. Mariana ne disparaît pas complètement de l'horizon. Elle revient par des messages, des tentatives d'expliquer, de se justifier devant d'amis communs. Elle tente d'organiser des apparitions publiques où tout doit sembler normal. Certains proches, habitués à la façade, d'abord doutent, puis prennent position. Certains croient à la version de Mariana, elle est flamboyante, compétente, elle a l'explication rationnelle. D'autres, moins superficiels, se rapprochent de la vérité, encouragés par les signes visibles et par la gravité de la décision d'Alexandre. Il y a des conversations difficiles. Alexandre est fréquemment confronté à des questions qui ne demandent pas une réponse simple. Pourquoi avez-vous attendu? Pourquoi avez-vous laissé faire? Il avoue, parfois à lui-même d'abord, qu'il a choisi la commodité, l'illusion d'une maison parfaitement tenue plutôt que des gestes gênants et intimes. Il parle de la distance, des petites négligences déguisées en devoirs professionnels. Ces confessions sont humiliantes pour lui, mais nécessaires. Elles servent de catharsis et, petit à petit, il se déleste du poids. Ses nuits sont agitées, il se repasse des images, sa mère courbée, le carnet de Rosangela, la phrase « je n'en peux plus ». Il se demande comment quelqu'un peut se déliter peu à peu sans qu'un fils ne voie ou ne veuille voir. Dans ces moments de solitude, il revoit les jours de Noël, les tartes, le son du rire d'un enfant. Ses souvenirs l'attachent à la décision présente. La communauté mêle sympathie et malaise. Certains voisins félicitent Alexandre pour sa réaction responsable, d'autres restent muets, embarrassés. Le réseau social de la maison vacille, les likes et les clichés perdent de leur éclat. L'incident devient un point d'inflexion. Pour certains dans l'entourage, c'est l'alerte d'une hypocrisie qui se délite. Pour d'autres, une affaire intime qui ne devrait pas être exposée. Alexandre comprend qu'il doit réparer non seulement la mère, mais aussi le tissu social qui les entoure, celui qui a permis à l'indifférence de prospérer. Mariana, blessée dans son orgueil, tente de négocier. Elle propose des changements superficiels, engager une aide externe, retoucher la décoration, modifier le planning, des coups d'éclat pour éteindre un incendie. Mais la blessure est profonde. Antonia a reçu une violence qui ne se résume pas à un défaut de décoration. La réparation exige plus qu'un geste esthétique. Une après-midi, alors que la pluie redouble et que l'odeur du café monte, Alexandre s'assoit près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin mouillé. Antonia le rejoint, tenant une vieille photographie. C'est l'image d'un marché où un jeune Alexandre tient la main de son père, des sacs de farine, la boutique derrière eux. Elle la pose sur ses genoux. « Tu te souviens ?» demande-t-elle, sans le regarder. Il hoche la tête. Il va vers elle, hésite, prend sa main et la porte à sa bouche. Le geste est simple, presque ordinaire, mais pour eux deux, c'est une réconciliation en actes. Le chemin vers la guérison physique passe par la physiothérapie. Les séances ne sont ni rapides ni magiques, elles sont lentes et répétitives. Il faut du courage pour accepter la faiblesse et de la patience pour fêter les pas minuscules qui montrent une avancée.
Les premières fois, Antonia pleure devant l'effort. Elle crie quand un mouvement ravive une ancienne blessure. Le physiothérapeute parle doucement, montre des exercices, corrige la posture. Rosangela et Alexandre l'encouragent, applaudissent les progrès, notent les petites victoires. Pendant une séance, Antonia fait un mouvement et sent une douleur aiguë qui la fige. Elle veut reculer, abandonner. Alexandre se penche, prend son visage entre ses mains et prononce une phrase qui pour elle contient un monde nouveau. « Je suis là, je ne te laisserai pas seule ». Ce n'est pas la première fois qu'il la rassure, mais la tonalité est différente. Il n'offre plus des mots vides, il offre sa présence. Peu à peu, les gestes se normalisent. Elle rit à nouveau d'une plaisanterie maladroite de Rosangela, accepte un petit déjeuner sur la terrasse, se promène quelques mètres avec une canne. Ces scènes sont ponctuées par des instants de silence, des regards qui disent mieux que les mots. La dignité revient à mesure que la mobilité apparaît. L'éloignement de Mariana prend des formes variées. Parfois elle écrit des messages où la culpabilité se farde de demandes d'explications. Parfois elle tente de retourner la situation publiquement comme une erreur d'interprétation. Alexandre, pour sa part, ne cherche pas la confrontation publique. Il refuse l'escalade des commentaires privés, préfère des mesures concrètes, limiter l'accès à la maison, engager un accord temporaire. Il propose un entretien formel, en présence d'un médiateur familial, mais surtout, il met en place une séparation de l'espace domestique. Antonia retrouve sa chambre, ses objets, sa routine. Il y a des moments où le regret le rend fragile. Une nuit, il trouve un carnet d'enfants qu'il n'avait pas vu depuis des années, avec des dessins de leur enfance. Il s'assied, lit, pleure en silence. La reconnaissance arrive tard, mais elle ne fait pas moins d'effet. Il se promet de réparer de petites choses, des appels plus fréquents, des visites impromptues, des repas partagés. Rosangela, qui a enduré tant, reste un personnage central mais discret. Elle reçoit des remerciements de la part d'Alexandre, une reconnaissance simple, plus d'heures pour elle, un salaire revu, un respect formalisé. Ce n'est pas une récompense qui efface tout, mais c'est une correction symbolique du déséquilibre d'avant. Les années antérieures reviennent parfois comme des flashs dans la pensée d'Antonia. Elle se remémore une jeunesse de labeur et de fierté. Ces matins froids où elle fermait la boutique, ses mains qui portaient la farine, ses conversations simples. La mémoire la nourrit. Son chapelet, autrefois usé par l'angoisse, devient parfois un instrument de paix. Elle le tient, non plus uniquement comme protection, mais comme lien à un passé qui lui rappelle la force. Une conversation cruciale a lieu entre Alexandre et un ami proche, Gabriel, un partenaire d'affaires d'une loyauté ancienne. Ils se retrouvent au jardin, les feuilles bruissant doucement. Gabriel ne nie pas la difficulté. « Ça change tout, Alex, mais ce que tu as fait pour elle, ça dit beaucoup de toi. » Alexandre confesse ses nuits d'angoisse, ses décisions prises dans la précipitation, son désir de ne plus laisser le temps dicter les priorités. Gabriel écoute, sans juger, apporte l'idée que la richesse véritable ne se mesure pas aux biens, mais aux priorités qu'on choisit. Au fil des semaines, la maison retrouve une autre respiration. L'apparat cède certains espaces à la chaleur. Le salon, jadis prêt pour des réceptions étincelantes, accueille parfois des repas petites tables, des tasses, des rires qui ne cherchent pas la perfection. La communauté d'amis se réorganise. Certains reviennent, gênés mais prêts à réparer, d'autres s'éloignent, refusant le contact avec le scandale. C'est normal, et la maison apprend à vivre avec ce nouveau tri. Mariana, quant à elle, adopte différentes stratégies. Au début, la colère l'habite. Elle tente de récupérer une position, de défendre sa manière de concevoir l'ordre et l'esthétique. Puis, progressivement, la colère se transforme en calcul plus froid. Elle s'éloigne, s'engage dans des activités publiques, essaye de restaurer son image en dehors de ses murs. C'est normal, et la maison apprend à vivre avec ce nouveau tri. Mariana, quant à elle, adopte différentes stratégies. Au début, la colère l'habite. Elle tente de récupérer une position, de défendre sa manière de concevoir l'ordre et l'esthétique. Puis, progressivement, la colère se transforme en calcul plus froid. Elle s'éloigne, s'engage dans des activités publiques, essaye de restaurer son image en dehors de ses murs. Elle n'est pas anéantie. Pour elle, la perte est surtout symbolique. Perdre la place centrale dans une maison qui lui servait de vitrine. Il y a une scène, un après-midi, où Antonia, aidée par Alexandre, choisit des fleurs pour la terrasse. Le geste, banal, a des senteurs de restauration. Elle tient un pot de lavande dans ses mains, son visage adouci par la lumière. Elle dit, avec une franchise tranquille, « Je veux que tout ici redevienne un lieu où l'on respire, pas un théâtre. »
Alexandre acquiesce, la serre dans ses bras. Le geste est une promesse. Ce n'est pas une réhabilitation immédiate à un passé simple, c'est la construction d'une nouvelle intimité. Le processus de confiance entre mère et fils se tisse avec des rites simples, des promenades matinales, des lectures à voix haute, la préparation d'un café ensemble. Alexandre apprend à demander, à écouter et non à ordonner. Il accepte le travail humble des petites tâches. Mettre en place une aide à domicile professionnelle, consulter un psychologue familial pour Antonia, organiser des visites à heures régulières. Ce sont des actes concrets qui valent mieux que les discours. Dans un moment poignant, Alexandre organise une petite réunion avec des amis proches, peu nombreux, pour parler ouvertement de ce qui s'est passé. Il ne veut pas d'un tribunal public, il veut une communauté qui questionne sa complicité et qui propose des chemins de changement. Il prend la parole devant ceux qui l'ont applaudi autrefois pour des réussites professionnelles et dit, sans fioriture, « J'ai failli. J'ai préféré la façade à la chaleur. Aujourd'hui, je change. » Les mots trouvent leur écho. Certains se détournent, d'autres s'engagent. C'est un petit pas vers une conscience collective différente. Le rétablissement d'Antonia avance. Les marques pâlissent, la mobilité s'améliore. Les séances de physiothérapie sont suivies avec régularité. Le docteur Renato souligne les progrès. Le corps guérit quand la dignité est restaurée. Vous allez bien mieux quand vous sentez que l'on vous respecte. L'idée peut sembler simple, mais elle est porteuse d'une grande vérité. La douleur n'est pas seulement physique. Il y a des moments de faiblesse encore, des crises de larmes, des retours de douleur à la perception d'un mot mal dit. Mais la tendance est à l'amélioration. Alexandre, désormais présent, sait que la réparation est longue. Il ne cherche pas à masquer les difficultés, il les partage. Le temps passe, les saisons changent. Une journée claire arrive où Antonia accepte d'assister à un petit déjeuner sur la terrasse avec quelques voisines. C'est une sortie mesurée, sans spectacle ni prétention. Les conversations sont légères, parfois punaisées de nostalgie. Antonia rit d'une anecdote sur un voisinage ancien. Elle se sent mieux. Ce n'est pas la fin d'un drame, mais une transformation. La maison, enfin, change d'allure. Les objets reviennent à leur place d'antan. Certains éléments de décoration disparaissent pour laisser plus d'espace à la convivialité. Alexandre a choisi la sobriété, moins de réceptions, plus de repas en famille. Il a compris qu'aucune réussite financière ne valait le prix d'une relation détruite. Mariana reste un personnage complexe en marge. La séparation, pour elle, est une humiliation qu'elle n'accepte pas. Mais la vie poursuit son cours. Les réseaux sociaux perdent de leur éclat. Les conversations fines se déplacent. Elle voit, parfois de loin, la maison changer, sans pouvoir imposer sa vision. Dans le calme retrouvé, Alexandre et Antonia ont des conversations qui touchent à l'essentiel. Ils parlent du passé, des erreurs commises, des pardons. Alexandre avoue ses manquements, pleure parfois, demande pardon. Antonia, dans la dignité retrouvée, accepte de pardonner non pas pour effacer, mais pour avancer. Elle impose des limites, demande du respect. Le pardon qu'elle offre n'est pas une abdication, c'est une décision consciente de recréer un lien qui a subi des brèches. Le récit se termine sur une image de douceur, mais non de conformité complète. Antonia, sur la terrasse, serrant le chapelet, regardant le jardin qui reverdit. Alexandre, à ses côtés, sans costume, en chemise simple. Il rit d'une histoire de jeunesse, des moules à tarte, d'un petit commerce qui tenait grâce à la sueur et à l'honnêteté. Cette simplicité nouvelle est leur victoire. La leçon du silence qu'ils brisent s'adresse à tous. L'apparence et la réussite ne doivent jamais supplanter la dignité humaine. Il suffisait, parfois, d'un regard attentif, d'une note discrète, d'une main tendue pour changer le cours d'une vie. Rosangela a choisi d'agir en témoin, Alexandre a choisi d'agir en fils, Antonia a trouvé la force de demander de l'aide quand tout semblait foutu. Ils n'ont pas connu un miracle fulgurant, ils ont traversé un processus douloureux mais humain, fait de diagnostic, de repos, de réhabilitation et surtout de présence. Si cette histoire vous touche et que, comme eux, vous avez déjà été témoin d'humiliations silencieuses, laissez un mot en commentaire pour partager votre expérience ou votre soutien. Parler, c'est parfois la première étape pour briser la solitude. Le battement final est une invitation. Ouvrir les yeux, tendre la main, ne pas banaliser la souffrance des plus âgés. Protéger ne signifie pas seulement payer des factures, ni envoyer des messages. Cela signifie être là, toucher, écouter, défendre.
La richesse peut acheter des choses, mais elle ne peut remplacer la responsabilité humaine la plus simple, prendre soin. Dans le silence du soir, alors que les volets se ferment doucement et que la maison s'apaise, Antonia murmure encore parfois, en serrant son chapelet, « Merci ». Ce merci n'est pas adressé à l'argent, ni aux réceptions, ni au regard. Il est pour la main qui l'a relevé, pour le fils qui est revenu, pour la domestique qui a tenu la vérité comme un filet salvateur. C'est la voix d'une femme qui a retrouvé la dignité à travers des gestes concrets. La mère du millionnaire a supplié, et la supplication a opéré un basculement. Qu'elle reste un appel pour nous tous. Si vous voyez, n'hésitez pas. Si vous entendez, ne vous contentez pas de détourner les yeux. Partagez cette histoire pour sensibiliser, pour dire qu'on peut agir avant qu'il ne soit trop tard. Et si ces récits vous touchent, abonnez-vous pour d'autres histoires qui interrogent notre humanité.